Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je reçois aujourd'hui Théo Galland, biomodeler chez Nova Discovery. Il nous a raconté ce qui l'anime dans son métier et des raisons qui l'ont poussé à s'intéresser à la modélisation biomédicale. Dans cet épisode, nous sommes aussi repartis 6 ans en arrière, au moment de passer le bac et de devoir choisir son orientation, pour donner quelques conseils aux lycéens avant de faire le tour de son parcours universitaire. Nous avons aussi dérivé en podcast psychologie en évoquant les difficultés auxquelles nous avons dû faire face une fois diplômés, de l'importance de bien communiquer et de poser des questions. Comme la discussion a été un peu longue, cet épisode a été coupé en 2 parties. En voici la première, mais ne vous inquiétez pas, la deuxième partie arrive la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Théo Galland. Bonne écoute! Bonjour Théo et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour Lorraine et bonjour à tous. Moi c'est Théo, j'ai 24 ans, je pratique de la natation depuis une dizaine d'années, je fais de la photo argentique et depuis bientôt 2 ans, je suis biomodeler à Nova Discovery sur Lyon. Alors, est-ce que maintenant tu pourrais nous présenter ton parcours ? Du coup, j'ai commencé on va commencer par le lycée. Donc j'ai fait un bac scientifique SVT quand ça existait à l'époque. Après, j'ai fait une prépa sur Besançon, donc MPSI puis MP étoile, très axé du coup sur les maths, la physique et les sciences de l'ingénieur. Et ça m'a permis d'intégrer Centrale Supélec, qui est une école d'ingénieurs généralistes sur Paris. Au sein de cette école, j'ai eu la chance du coup de pouvoir m'orienter un peu comme on voulait. C'est un des gros avantages de l'école, où j'ai fait beaucoup du coup de biomécanique, de mécanique même au sens général, d'informatique et de maths appliquées à différents domaines comme la finance et la santé. Et en fait, je repensais à ça parce que, il y a quelque temps, c'est vrai que j'ai pu, faire une intervention donc, pour des lycéens, pour présenter mon parcours et qu'ils trouvent peut-être un peu leur, orientation. Et je trouve que c'est vrai qu'au final, c'est au moment du bac, souvent, on sait pas trop ce qu'on veut faire, en tout cas pour une majorité. Et c'est vrai qu'on se met un peu la pression à ce sujet-là. Et moi, je me suis fait la réflexion récemment je viens de finir mes études, que si je regardais 5 ans en arrière, je pense que je pourrais pas dire que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je vais te demander si toi, au moment du bac, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Et est-ce que tu savais que tu en serais là où tu en es aujourd'hui? Alors je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où au moment du bac, déjà je n'avais pas vraiment d'idée très concrète sur ce que je voulais faire et absolument aucune idée du fait que j'allais finir dans le domaine de la santé. A priori, j'étais plus parti sur l'option prépa école d'ingénieur parce que j'aimais bien les maths, la physique. Je savais pas encore sur quoi partir. Et je me suis dit, bon, avec la prépa, ça me donnera 2 ans pour réfléchir à ce que je veux faire, peut-être découvrir plus de matières ou plus de métiers. Et même finalement, après 2 ans de prépa, je ne savais toujours pas plus où je voulais aller. Il y a toujours eu un petit peu la notion de mécanique qui traînait derrière pour la mécanique du coup soit dans l'automobile au tout début, ça c'était plus l'enfant en moi qui parlait, ou dans d'autres domaines. C'est d'ailleurs comme ça que j'étais passé sur le côté de la médecine via la biomécanique. Mais le fait de travailler dans la data et les maths en santé, c'était quelque chose que je ne pouvais pas prévoir ni au bac ni en prépa. Ouais, après, je suis pas d'accord sur un sujet parce que pour moi, la prépa, ça permet pas forcément de réfléchir souvent. Il y a des gens, ils me disent: «Je vais aller en prépa, ça va me donner 2 ans pour réfléchir à ce que je veux faire». Et moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je pense pas que la prépa, ça te donne pas forcément l'opportunité de réfléchir. Tu fais beaucoup de choses scientifiquement, mais je pense pas que ça t'aide vraiment à trouver ta voie parce que tu pas vraiment le temps de te poser pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, on va dire. Après, moi, ce que je conseille, c'est que quand on sait pas forcément ce qu'on veut faire après le bac, je dirais prendre quelque chose qui nous plaît. Peut-être un peu comment ça a été ton cas, tu bien les maths et la physique, tu t'es dit: «Pourquoi pas faire une prépa?» Ce qui a été un peu mon cas aussi, je me suis dit: «J'aime bien les maths, allons en prépa». Mais c'est pas forcément un mauvais choix, mais c'est juste qu'on connaît pas tout
et qu'au fur et à mesure, souvent, on construit son parcours en fonction des opportunités qu'on a, des rencontres qu'on fait, et c'est comme ça qu'on trouve un peu sa voie. Mais c'est un petit peu ce que je conseillerais, quoi. C'est vrai que j'ai eu quelques amis qui sont pas de prépa du coup, qui ont trouvé leur voie en prépa, mais ça reste une minorité en quelque sorte. C'est via les quelques projets qu'on peut faire en prépa où ils ont pu découvrir un domaine où ils avaient déjà une petite idée en tête et ils ont pu persévérer dans cette idée et ça leur a plu. Ou à la recherche des différentes écoles, certains ont pu repérer des spécialisations qui leur ont plu et ils sont partis dedans. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de profils qui partaient en prépa sans trop savoir ce qu'ils voulaient faire et qui n'ont pas eu plus d'idées à la fin de la prépa. Mais en général, comme tu le disais, le dénominateur commun, c'est que ces personnes aimaient bien, a fortiori, les maths, la physique, parfois la chimie, suivant où ils se sont orientés. Et c'est surtout ça qui les a motivés à partir en prépa. Oui, parce que des fois, on se dit qu'au bout de 2 ans de prépa, on saura plus ce qu'on veut. Mais moi, je connais beaucoup de gens, en effet, ils sont rentrés en prépa, ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Ils sont sortis de prépa, ils savaient toujours pas ce qu'ils voulaient faire. Du coup, je vais te poser une question. Comment t'as réussi à choisir ton école d'ingénieur? Parce que, enfin, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, que ce soit des publics ou des privés. Comment est-ce que tu choisis ton école d'ingénieur et qu'est-ce qui est, selon toi, important à regarder quand tu fais ce choix? Alors pour choisir son école d'ingénieur, déjà c'est peut-être un peu difficile à dire et ça se voit pendant la prépa. Il faut pas hésiter à demander à ses professeurs en termes de niveau. C'est-à-dire que les écoles sont regroupées par concours et en général les professeurs en prépa ont assez d'expérience pour situer le niveau d'une classe et des élèves par rapport à ces concours et donc de leur demander lesquels sont faisables de manière réaliste, lesquels ne le sont pas. Faut retenir que les concours, pour des élèves qui ne sont pas boursiers, ça peut rapidement coûter cher si on veut tous les passer, et ça demande une grosse charge, puisque les concours, si un étudiant les passe tous, ça peut prendre 1 mois d'écrit et quasi 1 mois d'oral. Donc c'est une grosse charge de travail, il vaut mieux y réfléchir à l'avance. Ensuite, il y a des forums en général dans les prépas. En tout cas, à Besançon, il y avait un forum où la plupart des écoles, ou au moins des banques d'écoles sont présentes, et on peut en apprendre beaucoup. Et ne pas hésiter à aller sur les sites des banques de concours qui listent leurs écoles, et à partir de là, on peut aller vérifier. Ensuite, la plupart des écoles prennent à peu près autant de MPSI-MP que de PCSI-PC et que d'autres, et des psy, donc les trois orientations en prépa principales côté maths physique. Ça vaut le coup de regarder sur les concours quels sont on va dire, le nombre de personnes qui sont prises dans chaque filière. Certaines écoles, comme les arts et métiers, par exemple, vont prendre plus de psy, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut être plus intéressant, surtout que cette école va être plus axée sur le métier de l'ingénieur, et donc c'est plus intéressant d'avoir des cours plus orientés. Après, pour choisir, je dirais qu'il y a surtout 2 grandes familles d'écoles. Il y a les généralistes, qui vont permettre de découvrir encore pas mal de choses, ce que j'ai fait et ce qui me motivait, et les écoles avec une spécialisation, où là par contre, le but est de devenir expert dans un domaine, et par domaine, j'entends quand même un domaine au sens large. On peut avoir par exemple une école qui est dans le nucléaire, et donc ça permet de se former à tous les métiers du nucléaire, que ça soit sur beaucoup de métiers liés à ce domaine. Ça donne déjà quelques pistes, mais c'est vrai que je pense que c'est jamais un moment facile de choisir son école d'ingénieur à la suite de la prépa, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément peut-être beaucoup de temps d'y penser. C'est vrai qu'il faut quand même faire son choix assez rapidement. Moi, je remarque que de plus en plus, en école, que ce soit d'ingénieur ou même en école de commerce, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui font des années de césure. Est-ce que tu peux nous dire si toi t'en as fait une et ce que t'en penses? Alors, je n'ai pas fait d'année de césure pour une simple et bonne raison, c'est qu'au moment de faire l'année de césure, j'avais déjà eu une idée un peu plus concrète de ce que je voulais faire, et donc je suis parti sur une alternance à la place de la césure. Pour rester dans le domaine de la césure, du coup, beaucoup d'étudiants en font pour non seulement explorer, ça permet de faire en général 2 stages. Et par stage, ça peut être à la fois des stages en entreprise, mais aussi des stages avec une vocation plus large. Ça peut être un service civique, par exemple. J'ai eu plusieurs amis qui ont fait ça. Donc ça permet de découvrir 2 domaines, 2 types d'entreprises potentiellement, éventuellement d'aller faire un voyage humanitaire, et donc de développer de nouvelles compétences et potentiellement de réaliser un rêve ou une vocation, suivant les cas.
Il faut vraiment le voir comme quelque chose qui permet d'ajouter plusieurs cordes à son arc et vraiment de profiter de sa vie d'étudiant. Parce que c'est une année en général charnière, l'année de césure, pour à la fois prendre le temps de décider ce qu'on va faire après et en profiter pendant qu'on est encore étudiant et qu'on a le temps pour réaliser ses projets, et ben de s'y consacrer à fond pendant 6 mois à 1 an. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup au moins en école d'ingénieur, qui se tend à se faire de plus en plus et qui est quand même reconnu aussi à l'étranger, donc qui se fait aussi à l'étranger. Donc c'est quelque chose vraiment que je conseillerais si jamais un étudiant a vraiment des projets qu'il veut réaliser, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Oui, j'ai vu que des années de césure, des fois, ça pouvait servir même à faire, des projets, on va dire, personnels ou des projets, d'entrepreneuriat. On va dire, si on veut lancer une entreprise, ça peut nous donner une petite, expérience. Donc je pense que ça peut être bien si on a vraiment des projets qui nous tiennent à cœur ou si on a envie de prendre du temps pour réfléchir. C'est vrai que c'est peut-être le moment où c'est le plus simple parce qu'on est quand même relativement jeune. On n'a pas trop, de c'est un peu le moment pour réaliser un peu ses rêves. Peut-être c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un peu le bon moment, on va dire. Et du coup, toi, tu en as pas fait parce que tu as choisi de faire une alternance. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur l'alternance et qu'est-ce que tu penses que ça apporte ou que ça t'a apporté? Alors sur l'alternance, donc comme je viens de le dire, j'ai fini par partir sur une alternance parce que j'avais déjà une idée du métier que je voulais faire et j'avais rencontré plusieurs entreprises après des forums qui étaient prêtes à me prendre en alternance. Je dirais que l'avantage de l'alternance, c'est du coup, c'était sur 1 an et c'était une alternance courte, certaines existent sur 3 ans. Donc c'est un projet qui est plus long et qui permet une plus grande immersion dans le monde de l'entreprise. Une fois que l'on sait dans quel métier on veut s'orienter, ça permet vraiment d'y aller à fond, de découvrir comment fonctionne au moins une entreprise et d'aller aussi dans le cœur du domaine scientifique qui est considéré. Pour ma part, ça a été le cas. C'est comme ça que j'ai découvert la biomodélisation et j'ai pu m'y plonger pendant 1 an, plusieurs jours par semaine. C'est en général aussi des projets qui ont plus d'impact, on va dire, vu qu'ils sont plus longs, il y a le temps de faire plus de choses pendant l'alternance. Et un dernier avantage, et non des moindres, l'alternance est vraiment reconnue comme une expérience professionnelle. En général, une alternance, c'est un contrat de type CDD. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Un des inconvénients, c'est du coup qu'on passe un temps assez important dans la même entreprise. Et donc ça va un peu à l'opposé de la césure qui permet de tester plusieurs entreprises, plusieurs domaines. Ici, c'est plus pour des personnes qui savent à peu près où elles veulent aller. Et ça permet de se développer. Du coup, pour ma part, je l'avais réalisé dans un laboratoire sur Paris, dans le domaine de la biomodélisation. Et ça m'a permis vraiment non seulement de me familiariser avec ce domaine qui est pas évident de prime abord, surtout pour des profils ingé, et du coup de me faire une certaine expérience qui m'a après été utile pour trouver un emploi. Oui, puis ça te permet un peu de tester, enfin, de voir en fait, se confronter au monde professionnel, on se rend compte souvent qu'il y a des choses qui sont différentes avec les études. Moi, j'ai pas fait d'alternance, mais c'est vrai que même les stages, ça permet un peu de tester et t'as pas trop de pression parce que entre guillemets, c'est qu'un stage. Donc en vrai, tu peux un peu te permettre de te rater ou de tester des trucs qui vont pas te plaire parce que, on va dire, c'est pour max 6 mois. Souvent, un stage, oui, d'ailleurs, c'est 6 mois le C'est maximum. 6 mois maximum, ouais. Ouais, voilà. Du coup, en vrai, tu risques pas grand-chose à te tromper et même et ça te permet, je pense, enfin, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, quand t'es dans les études, tu fais que des choses très théoriques, mais quand tu te confrontes à la réalité, ça peut être assez différent sur plein de points de vue. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses, en fait, déjà que tu sais pas. Et que la réalité, souvent, ça se passe pas comme dans la théorie, on va dire. Et c'est en ça que ça peut être intéressant. Après, l'alternance, je sais pas, tu faisais combien de semaines parce qu'il y a plusieurs formats. Des fois, c'est une semaine sur deux. Des fois, c'est quelques jours par semaine. Donc, ça dépend comment tu le fais. Mais au moins, ça te permet d'avoir un peu une vision du métier, voir si ça te plaît. Et en vrai, t'apprends des choses même au-delà de la technique. Je trouve que tu peux apprendre pas mal, même tout ce qui est autour, comment marche une entreprise et ce genre de choses, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je voudrais rebondir là-dessus justement sur les rythmes de l'alternance qui sont en général qui est quelque chose qui peut un peu faire peur. En général, c'est plutôt bien reçu de la part des écoles et des universités. Du côté des entreprises, c'est quelque chose que les entreprises, si elles vous prennent en alternance, c'est qu'elles ont déjà, en général, c'est qu'elles en ont déjà pris, et donc elles savent comment ça fonctionne. Pour ma part, c'était une formule un peu particulière, puisque c'était pas, en général, c'est une semaine sur deux en entreprise,
plutôt un rythme comme ça, qui permet du coup d'avoir un certain temps consécutif dans l'entreprise. Pour ma part, c'était 2 jours par semaine et de temps en temps des phases de 2 semaines consécutives en entreprise. Donc ça permettait, un des avantages, c'était que du coup, j'y allais au moins une fois par semaine. C'était vraiment très régulier. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, il fallait rattraper ce qui avait été fait de la semaine d'avant et se remettre un petit peu à jour. C'est-à-dire que j'y allais les mercredis, jeudis, et donc le mercredi matin, je devais rattraper ce qui globalement avait été fait dans l'équipe depuis le jeudi soir. Donc c'était une formule un peu particulière, mais c'est encore quelque chose de gérable. Et d'ailleurs, là-dessus, ça me refait penser à une différence entre l'alternance et le stage. Comme l'alternance est un peu plus longue, c'est ce que tu disais, la phase, on va dire, d'acclimatation à la vie en entreprise, qui est quelque chose qui prend un peu du temps, parce qu'il faut s'habituer au stage, s'habituer aux réunions, à tout ce qui fait que la vie en entreprise n'est pas la vie des études. Ça demande un petit temps d'adaptation qui est du coup un peu plus absorbé sur une alternance. Après, c'est vrai que ce qui peut être difficile, en fait, comme tu le dis, c'est que t'es pas tout le temps en entreprise, donc c'est vrai que des fois tu rates, pas que tu rates des choses, mais un petit peu, des fois c'est un peu plus dur. Moi, je sais que je travaillais avec des gens qui étaient en alternance, ils étaient là une semaine sur deux en général, et des fois c'est vrai que en fait, quand tu dois travailler avec ces personnes et qu'en fait, ah mince, c'est la semaine où elles sont en cours en fait, et tu peux pas leur demander, du coup, des fois ça peut être compliqué, mais après ça dépend comment l'entreprise gère l'alternance, on va dire. Ça dépend ce qui t'est confié comme tâche en tout cas. C'est vrai que ça dépend beaucoup du rythme qui a été décidé entre l'entreprise, l'université, on va dire, ou l'école, et l'étudiant, qui a aussi son mot à dire dans le rythme qui est instauré, puisque c'est avant tout lui qui va devoir le suivre. Et du coup, c'était, on va dire, est-ce que c'était un cursus? En gros, l'alternance, elle était intégrée dans ton cursus. En gros, est-ce que tu avais quand même le choix de choisir tes cours ou il fallait que ça matche avec ton alternance? Enfin, comment tu as fait pour l'organiser, on va dire? L'avantage dans l'école dans laquelle j'étais, à Centrale Supélec, l'alternance est vraiment inclus dans le cursus. C'est-à-dire que pour les étudiants qui ne font pas d'alternance sur ces phases-là, à la place, ils ont un projet. Donc en général, un projet qui doit soit eux créer, soit qui est donné en général par une entreprise ou par un laboratoire universitaire. Et en parallèle, ils ont des cours on va dire, découverte de la vie en entreprise. L'éthique au travail, la place de l'environnement dans l'entreprise. Donc ce sont des cours plus théoriques, et c'est quelque chose que je trouvais plus intéressant dans l'alternance, c'est du coup de découvrir ces concepts directement dans une entreprise et pas juste à travers des cours en amphithéâtre. Après, ça n'impacte pas du coup le choix des cours et le choix de la spécialisation, c'est vraiment quelque chose qui est inclus dans le cursus. Ouais, c'est vrai que des fois, la pratique, c'est mieux que la théorie parfois. Je suis d'accord. En tout cas, ça a ses avantages. Et enfin, en tout cas, j'ai vu que tu avais pu faire pas mal de projets pendant tes années justement à Centrale. Euh, qu'est-ce que tu penses que ces projets justement t'ont apporté? Je sais pas si c'était des projets avec des entreprises ou des projets plus académiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Justement, le fait de faire beaucoup de projets, ça permet d'une certaine manière d'aller découvrir certains métiers, surtout quand les projets sont assez diversifiés. Dans les différents projets que j'ai pu faire, pour en citer que quelques-uns, on a eu une conception, au moins sur papier, d'une prothèse. On a eu une analyse mathématique des phases d'endormissement. Et c'est par exemple ce projet qui m'a donné envie de poursuivre dans la biomodélisation. Et on a des projets qui sont assez variés, qui permettent aussi de découvrir différents contextes, que ce soit, comme tu l'as dit, en entreprise. Donc ça permet d'échanger un petit peu avec les entreprises, même si dans le cadre du projet, je trouve qu'on découvre moins le monde en entreprise que à travers des stages, typiquement, parce qu'on n'est déjà pas physiquement dans l'entreprise, et on interagit un peu moins souvent avec les personnes dans l'entreprise. Par contre, c'est intéressant de faire des projets en lien avec des laboratoires universitaires ou directement avec des organismes publics. On a eu la chance d'avoir un projet avec l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, pour prédire l'évolution d'une épidémie hivernale. Donc ça permettait d'avoir un aperçu du fonctionnement de leur service d'épidémiologie au sein des hôpitaux de Paris, à travers un projet, donc sans avoir à y faire un stage complètement. C'est vrai que ça permet du coup de découvrir
pour résumer, hein, plusieurs concepts, plusieurs métiers, sans forcément y aller en stage. Donc pour vraiment découvrir, c'est une super opportunité. Et je voudrais terminer là-dessus. L'avantage aussi des projets, c'est qu'en général, les notations sont très gentilles. Donc ça vaut le coup de tenter un projet sur quelque chose qui potentiellement est un peu en dehors de ce que l'on pense être de notre domaine de compétences, parce que c'est de toute façon le moment d'apprendre et le moment de progresser sur ces choses-là. Comme tu le disais au niveau des stages, c'est un projet. Donc il y a moins de stress à avoir dessus. Mais moi aussi, c'est vrai que j'ai pu faire, des projets du coup en lien avec des entreprises, pendant mon master et j'ai trouvé ça vraiment moi je trouvais ça vraiment très bien parce que même si en effet, tu découvres pas autant le monde de l'entreprise que pendant un stage, ça te permet quand même d'appliquer ce que tu apprends sur, moi pour le cas, c'était dans de la data, donc c'était un peu se confronter à des vraies données et donc on se rend compte que c'est pas toujours, oui, les données, elles sont pas toujours comme on s'attend et on se confronte plus aux problématiques qu'on pourrait rencontrer en entreprise, donc ça te donne au moins un aperçu et moi, je peux même dire que, en gros, les projets en lien avec les entreprises, ça m'a vraiment permis de découvrir, un domaine qui m'intéresse et auquel j'avais pensé avant. C'est que en fait, moi, j'ai fait un projet donc, pour l'équipe cycliste groupe FDJ en M1 et à ce moment-là, je pensais pas vraiment à faire de la data, ni pour le monde du sport et ça m'a donné cette idée, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est super sympa ce projet, vraiment je le ferais bien» et en fait, c'est comme ça alors, que j'ai découvert, le domaine et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser mais en soi, voilà, comme quoi des fois, genre un projet, sur le papier, avant, la présentation, je me disais pas que c'était le projet que je choisirais forcément. Mais après la présentation, je me suis dit: «En fait, c'est exactement c'est incroyable, il faut que je fasse ce projet». Donc comme ça, des fois, ça permet un peu de trouver sa voie aussi et bon, c'est un peu le hasard, mais comme quoi des fois, ça peut vraiment ouvrir et du coup, c'est comme ça que j'ai continué un peu là-dedans. Mais faut pas négliger les projets, mais c'est pas parfait, mais je pense que c'est bien, que ce soit des projets plus académiques ou un peu plus, en lien avec des entreprises, qu'on peut faire aussi des projets académiques, mais c'est pas inintéressant. Surtout, si on veut faire, de la recherche plus tard, je pense que faire un projet académique, c'est même, plutôt bien. Ça donne une idée du monde de la recherche qu'on connaît pas forcément, comment ça se passe, au moins ça donne une petite idée, on va dire, et je sais pas, combien de temps pour toi duraient, les projets que tu faisais? C'était sur, 1 mois, 2 mois, 6 mois? C'est extrêmement variable sur les projets. On a eu des projets qui duraient un mois et où globalement sur un projet d'un mois, en général, on va avoir au moins 1 ou 2 jours par semaine pour travailler dessus. On a eu des projets plus longs qui allaient jusqu'à 3 voire 6 mois, notamment dans les dernières années d'études. Donc c'est assez variable. Je dirais que ce soit un projet court ou un projet plus long, dans les deux cas, ça permet quand même de découvrir au moins la phase de découverte sera de toute façon présente, parce qu'à chaque fois sur un projet, il faut se former sur le sujet. Même si, d'un point de vue purement personnel, j'ai préféré de très loin les projets longs aux projets courts, donc les projets de 3 à 6 mois, parce que ça permettait d'aller vraiment au fond du problème et même assez souvent d'y trouver des solutions. Pas forcément optimales, mais au moins d'y trouver des solutions. Donc il y a un petit sentiment de satisfaction qui n'était pas aussi présent sur des projets plus courts. Et justement, tu disais que les projets, ça pouvait, t'aider à choisir ta spécialisation. Alors je connais pas toutes les spécialisations, qui sont possibles, donc à Centrale, mais est-ce que quand tu as fait ces projets, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu voulais juste tester et après choisir ta spécialisation ou comment tu as réussi à trouver ce que tu voulais faire, quoi? C'était littéralement ça. Le but, c'était de tester différents domaines à travers des projets et ensuite voir ce qui me plaisait le mieux. Donc c'est pour ça que j'avais commencé sur des projets en biomécanique, parce que, comme je l'avais dit avant, la mécanique, ça me plaisait bien. Il y avait un projet sur de la biomécanique, sur des prothèses. Je me suis dit, ça peut être intéressant de regarder ce que ça vaut, de découvrir un peu comment ça fonctionne. À travers ce projet, donc, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui me plaisait, mais j'ai aussi réalisé que c'était pas uniquement la mécanique qui me plaisait, mais plutôt revenir à l'aspect fondamental des maths, des équations derrière, appliqué à quelque chose qui fait du sens. C'était quelque chose que, du coup, je n'avais pas encore identifié, mais que j'ai fini par identifier au fur et à mesure des projets. C'était que les mathématiques pouvaient clairement avoir du sens et ont beaucoup, beaucoup de sens dans plein de domaines. Et c'est à travers ces projets que j'ai découvert que les mathématiques dans la santé, c'était quelque chose qui faisait écho pour moi et qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et il y a eu après un projet sur des mathématiques vraiment dans le contexte de la santé, donc ces prédictions des phases du sommeil.
où vraiment ce projet m'a vraiment beaucoup plu. C'était création d'algorithmes pour prédire à partir de mesures d'encéphalogramme si le patient était endormi ou non, et s'il était endormi, à quel niveau. Est-ce qu'il était en train de rêver? Est-ce qu'il était vraiment profondément endormi? Et vraiment, ce projet m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait beaucoup de maths à un niveau assez élevé, et à chaque fois que l'on avait un résultat, ça avait vraiment un sens réel derrière. On n'était pas juste sur papier, juste dans de l'abstraction. Et c'est ça qui m'a donné envie de me spécialiser dans la santé et du coup de poursuivre dans différents projets qui étaient liés. Donc en dernière année notamment, on a beaucoup plus de projets que sur les premières années qui sont plus théoriques. Et en dernière année, on a eu des projets sur de l'imagerie, on a eu des projets sur, encore une fois, un peu de biomécanique et beaucoup de mathématiques appliquées. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications entre, on va dire, maths, santé et médecine. Moi, c'est vrai que je les connaissais pas forcément, on va dire, avant le master, mais nous, oui, on en faisait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a des vraiment très intéressantes parce que, en fait, on va dire, ça touche à l'humain, on va dire, et du coup, forcément, ça a vite du sens. Mais c'est des applications qui sont pas trop connues du grand public. En tout cas, il y a peu de gens qui voient l'intérêt des maths dans la santé. Et je me souviens avoir discuté avec des gens qui étaient intéressés par exemple, les maths et la médecine, mais qui ne se voyaient pas forcément faire des études de médecine. Et je leur ai dit, mais en fait, vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire médecine pour avoir un impact dans la santé. Vous pouvez faire des mathématiques, par exemple, pour la santé. Ne serait-ce qu'il y a plein d'applications, hein, que ce soit en termes de scanner et tout, que ce soit en termes de data ou même de modélisation. Il y a beaucoup d'applications possibles. Et en fait, en gros, tu peux contribuer donc, à la médecine et à la santé sans forcément être médecin. En gros, c'est juste qu'il y a d'autres voies ou même d'autres métiers. Et ça, c'est intéressant. Souvent, on n'y pense pas beaucoup. C'est vrai que même les mathématiques. Je pense que quand on demande aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avec des études de mathématiques ou des mathématiques, c'est la question que j'avais posée dans mon micro-trottoir. Et ben en fait, les gens, à part prof et recherche, souvent, s'ils sont pas du milieu, ils connaissent pas trop les applications, alors qu'en fait, il y a plein de projets même multidisciplinaires. Bon, maths et physique, je dirais, c'est le lien auquel les gens peuvent le plus facilement penser. Mais maths et biologie, enfin, il y a plein d'autres applications dans plein de domaines possibles, en fait. Pas dire c'est infini, mais il y en a quand même pas mal partout. Donc, en fait, si les gens aiment bien cet aspect un peu théorique des mathématiques, faut savoir qu'on peut l'appliquer à plein de domaines et que c'est réellement faisable, quoi. Et que c'est réellement utile et quelque chose qui se développe de plus en plus dans beaucoup de domaines, en incluant la santé. La santé a vraiment un besoin en mathématiques pour analyser toutes les données qui sont produites en santé, et il y en a beaucoup. Et ces données, leur analyse peuvent apporter beaucoup aux médecins, aux patients et à l'ensemble de ce domaine. Donc c'est quelque chose qui tend à se développer depuis quelques années et qui continue de se développer. Voilà, tant sur l'analyse de résultats de scanners, sur la production des scanners en eux-mêmes, l'analyse des données de santé ou la prédiction par exemple, de l'efficacité sur un médicament. Donc autant de domaines et d'exemples assez variables et assez variés sur l'impact que peuvent avoir les mathématiques dans le domaine de la santé. Je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose dont on a peu conscience, que justement ça ne se développe pas, ça commence à se développer, donc on n'a pas encore beaucoup d'exposition au niveau des lycéens, même des études. Et c'est vrai que quand on pense santé, on va surtout penser au domaine médical, enfin aux médecins du coup, ou aux pharmaciens, mais c'est vrai que tout autour, il y a énormément de travail, de métiers possibles, à la fois dans les domaines des maths, de la physique et de la chimie. Oui, il y a beaucoup, on va dire, d'autres métiers qui gravitent autour de la santé auxquels on pense pas forcément. Et j'ai vu que tu avais fait un échange universitaire. Alors, je sais qu'en école d'ingénieur, on est obligé de partir à l'étranger. Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence entre, on va dire, entre la France et l'étranger sur, je sais pas si tu as fait si tu fait de la modélisation médicale là-bas, mais est-ce qu'il y avait des différences en termes de contenu en fonction de voir les choses ou pas? Oui, du coup, j'ai fait un échange au Canada. Donc, on va résumer Amérique du Nord, pour faire plus simple, versus France, et puis après versus Europe. Donc la différence la plus notable que j'ai vue entre l'université au Canada et les études en France, dans le domaine de la modélisation, c'était le niveau en mathématiques, et surtout le niveau en mathématiques, on va dire, abstrait, fondamental. On a réellement des études en mathématiques en France qui sont poussées, qui sont avancées, et on a un très très bon niveau.
C'est-à-dire que je suivais des cours qui étaient censés être pour des étudiants qui avaient 1 ou 2 ans de plus dans le cursus, sans que ce soit donc sans que ça soit difficile à suivre. Et à côté, les mathématiques là-bas sont vraiment vues comme un outil au service, notamment des autres sciences, et donc sont plus souvent vues à travers un cours de physique, dans lequel il va y avoir un petit abstract sur les maths, plutôt qu'un vrai cours de maths purement et simplement. Ensuite, peut-être une différence, et là, non pas d'un point de vue mathématique, modélisation, mais plus d'un point de vue sur le domaine de la santé en général. J'ai pu suivre là-bas un cours d'éthique, plutôt lié du coup au domaine médical, et on a pu se rendre compte entre étudiants internationaux et surtout européens et des étudiants qui étaient plutôt nord-américains, quelques différences sur la manière dont on avait de considérer le domaine de la santé, où il y a une notion, j'allais dire, de business un peu plus présente dans la pensée nord-américaine que ce que l'on peut avoir en Europe. Ça vient de plein de considérations, surtout sur comment c'est organisé à l'échelle de la société, où nous, par exemple, on a la sécurité sociale, quelque chose qui se retrouve pas forcément en Amérique du Nord, et donc ils n'ont pas le même regard, et donc pas le même a priori sur, par exemple, le fait que certains médicaments soient payants, que d'autres soient remboursés, et on n'a pas tout à fait le même regard là-dessus. Donc c'était, je trouve, une super expérience pour voilà, appréhender un petit peu ces différences de point de vue, et aussi du coup avoir du répondant en face sur des personnes qui n'ont pas tout à fait le même mode de pensée et qui arrivent quand même à des conclusions qui sont intéressantes. C'est vrai que ne serait-ce que le système de santé en Amérique du Nord est quand même relativement différent. Ils n'ont pas forcément, on va dire, le même état d'esprit sur certaines choses ou certains sujets. Il y a des sujets où ils sont un peu plus, on va dire, en avance en tout cas. Enfin, en tout cas, en sport, ils sont beaucoup plus en avance sur l'utilisation des données que nous en France. Donc après c'est lié aussi à différentes choses. Eux, ils ont plus, d'enjeux dans certains domaines et c'est vrai que là-bas, la santé, c'est beaucoup plus cher que nous en Europe, en fait. La santé est presque plus vue comme un marché que comme un service ou vraiment un devoir, on va dire, de l'État ou envers la société. Donc c'est pour ça qu'ils ont plus envie d'aller faire progresser ce domaine sur des nouvelles technologies, en incluant du coup les maths dans la santé. Ouais, c'est sûr, mais je pense que moi, je trouve que c'est très intéressant, enfin, de faire des cours un peu d'éthique parce que, même dans d'autres domaines, c'est vrai qu'en mathématiques, on est rarement confronté à des cours d'éthique et au final, quoi qu'on fasse, il y a toujours quand même une dimension un peu éthique, bah, moi, je peux parler pour la data, mais c'est vrai qu'en data, c'est un peu, tes données, qu'est-ce que tu en fais? Tu peux toujours avoir des biais, faut quand même penser un peu à l'utilisation, à ce qui va en être fait. Tu peux pas faire juste des maths en ne pensant pas à ce qui va en être fait, donc je trouve que tout ce qui est un peu éthique, ça permet d'avoir un peu une ouverture d'esprit et se poser quand même des questions. Même si on n'a pas les réponses à tout, au moins ça permet, de réfléchir à la question, quoi. Non, je voulais ajouter là-dessus effectivement on n'a pas beaucoup de cours là-dessus, ne serait-ce qu'au lycée. C'est quelque chose, je trouve, qu'on manque. Et alors, je n'ai pas eu l'impression au Canada, en tout cas, il y en avait plus. C'est quelque chose, je trouve, qui manque un petit peu dans un monde où on tend de plus en plus sur voilà, des données dans tous les sens, beaucoup d'informatique, et on a peu de cours, que ce soit pour les lycéens ou même pour les étudiants, sur comment bien utiliser ces outils, entre guillemets, et bien gérer ces données, comment doivent se gérer des données. Et c'est effectivement quelque chose auquel toute personne qui veut rentrer dans le domaine des mathématiques, ou presque toute personne, va être confrontée à un moment. C'est quelque chose sur lequel ça vaut le coup de s'y intéresser. Et puis il y a beaucoup de choses, on va dire que quand on n'est pas du domaine, on connaît pas. Moi, je sais que l'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'en avais fait un épisode, mais je trouvais que c'était très mal compris du grand public, en fait. C'est juste que les gens, en fait, ils vont en avoir soit peur, soit ils vont mal comprendre, en fait, comment c'est utilisé. Mais je pense que si on leur expliquait peut-être, pas comme dans les journaux où c'est un peu pour vendre du rêve, mais c'est horrible. Mais en fait, du coup, ça donne une image fausse, aux gens de ce que c'est. Je pense que si les gens, ils se rendaient compte de, on va dire, ce que c'est réellement et comment ça marche et comment ça fonctionne. Moi, je me rends compte que sans être experte, juste en ayant un peu conscience de comment ça fonctionne, je peux comprendre certains procédés et certaines choses, je me dis où les gens, ils verront pas l'intelligence artificielle, mais moi, je me dis: «Ça marche comme ça, c'est fait pour faire comme ça» et en fait, juste comprendre des fois juste avoir une idée de comment ça marche, ça donne un peu une autre, vision, on va dire, sur les choses et moi, je trouve que globalement, quand on fait des études techniques, il y a plein de dimensions, en fait, qu'on occulte.
c'est-à-dire qu'on va être très concentré sur la technique, mais on va avoir des cours que techniques, en fait. Et on va pas du tout s'ouvrir à d'autres choses, on va dire. Je pense que quand on fait de la technique, on n'y connaît rien aux autres domaines. Après, on n'est pas obligé d'être expert non plus, mais je trouve que c'est intéressant de se poser des questions un peu, on va dire, que ce soit humaines, sur la psychologie, sur, le business, le marketing, on n'y connaît rien et des fois juste avoir une idée de comment ça marche, ça nous permet de mieux comprendre ce que font les autres et peut-être être un peu plus tolérant sur le sujet et je trouve ça un peu dommage. En tout cas, je trouve que c'est bien de garder une ouverture d'esprit quand on est de la technique sur le reste. Même si, on sera plus spécialiste technique, je trouve que garder une ouverture d'esprit, ça apporte quelque chose. Entièrement d'accord, encore plus dans le domaine des mathématiques où même on peut aller jusqu'à des profils et des études qui sont très très abstraites. Donc on sort pas de l'abstraction, voire on en sort un petit peu pour aller faire un peu de technique. On se dit, voilà, tel résultat, je peux l'appliquer à tel domaine. Effectivement, se fermer complètement à tous ces domaines que sont le marketing, la communication, qui est quelque chose d'extrêmement important, peu importe que ce soit en universitaire ou en entreprise, et toutes ces notions un peu d'éthique, sans aller dans du droit, mais de l'éthique qui serait plus de la morale commune, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent, idéalement. Mais c'est vrai que même quand on est technique, et je dirais qu'il y a d'autres compétences qui sont, aussi utiles. C'est vrai comme tu disais la communication, moi je pense que c'est très, très important en vrai, que ce soit dans le travail ou dans la vie en général et pas dire que les personnes qui font des maths sont pas forcément les meilleures dans le domaine, mais je trouve que bien communiquer, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose d'important. Parce que si tu veux même communiquer avec des gens qui sont pas experts dans ton domaine, parce que tu seras forcément confronté à parler à des gens qui sont pas experts, il faut leur expliquer ce que tu fais. Et honnêtement, c'est pas si simple que ça de bien communiquer, parce que des fois, tu te rends compte que même eux n'utilisent pas le même vocabulaire que toi. Ce qui, en fait, va provoquer des quiproquos, mais en fait, les quiproquos, c'est juste que tu utilises pas le même vocabulaire. Donc, en fait, c'est le problème, c'est juste un problème de communication. Ça arrive plein de fois. Juste, t'as mal communiqué, et en vrai, ça peut mettre en l'air certaines choses, alors que c'est juste un problème de communication. En fait, c'est pas un problème technique que t'as, c'est juste un problème de communication. Je me souviens d'un très beau graphe là-dessus, qui est souvent réutilisé justement dans ces cours sur la communication et un peu en général sur les cours de marketing, où on a un message, mettons 100% du message qui est dans votre tête, et petit à petit, au moment où déjà il sera formulé, il n'y a plus que 80% du message qui va être véhiculé. Ensuite, au moment où il est entendu et compris, il reste à peine la moitié, et ce qui va être interprété par votre interlocuteur, là c'est même pas 10% du message d'origine. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de très important qui est tout sauf évident, qui est très dépendant de l'interlocuteur, suivant si vous allez parler à un ingénieur, un médecin, un étudiant, un lycéen. Il ne faut pas se mettre au même niveau ni d'explication, ni forcément de détails. Les attendus en face ne sont pas les mêmes, donc c'est toujours très compliqué d'aller équilibrer et de faire passer le bon message de la bonne manière. C'est ce qu'on disait dans un précédent épisode. Au final, tout est une question de contact humain. Et c'est assez vrai. C'est sûr que en vrai, en fonction de la personne avec qui on parle, il faut s'adapter à son niveau. Et on va dire tout le monde n'a pas forcément aussi la même sensibilité. En tout cas, c'est des questions qui m'intéressent. Tout ce qui est, je dirais, tout ce qui concerne l'être humain, que ce soit des aspects psychologiques ou de neurosciences, parce que je trouve ça absolument fascinant. De comment c'est construit, de comment on peut faire apprendre ou faire passer des messages, aux personnes. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est super simple parce que on va dire, peut-être c'est évident. Ça semble évident en fait, c'est des choses, ça tu te dis: «C'est évident, il y a pas besoin d'apprendre», mais en fait, c'est pas du tout aussi simple. Il y a des techniques, il y a des méthodes pour bien communiquer. On a l'impression que c'est quelque chose d'inné alors qu'en fait pas du tout. Il y a des gens qui arrivent à très, très bien faire passer des messages. Il y a des gens, je trouve vraiment, ils arrivent à faire des bons discours qui sont percutant, en vrai que tu as envie d'écouter. Souvent, je dirais que les personnes passionnées, souvent tu as envie de les écouter. Les gens qui parlent avec passion, souvent tu as envie de les écouter, mais il y a d'autres choses et en fait, on a l'impression qu'il y a pas de travail pour bien communiquer alors qu'en fait, c'est tout un apprentissage, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire pour bien communiquer. C'est pas inné, c'est pas si simple, mais ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est quelque chose qui se développe en soi dès le lycée avec les différents oraux qui se passent pour le bac. C'est déjà le tout début de l'apprentissage de comment communiquer, parce qu'il y a ce qu'il faut restituer. Il y a le texte de français à analyser, donc ça, il faut se souvenir de son plan et de ce qu'il faut raconter, mais aussi la manière de raconter l'histoire en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui du coup reste utile
y compris et peut-être même très particulièrement dans le domaine scientifique. Ça, c'était quelque chose, quand j'étais au lycée, j'estimais que, voilà, on va dire l'expression orale, par exemple, en langue, en anglais, en espagnol, parce que j'ai fait espagnol, en français, c'était quelque chose, voilà, ça allait servir au lycée, peut-être un petit peu pendant les études, et après, on n'en parlait plus. En fait, pas du tout. C'est même une composante super importante d'être capable de poser un discours, d'exprimer ses idées. Et voilà, en science, avoir une bonne idée, avoir une solution, c'est quelque chose de très bien. Être capable de la faire comprendre à quelqu'un d'autre, c'est vraiment la clé. Et c'est pas du tout un exercice facile. Tout sauf évident, et c'est souvent, du coup, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour faire passer le bon message à la bonne personne. Et voilà, c'est un exercice qui est difficile, mais extrêmement intéressant et qui oblige à repenser potentiellement, et jusqu'au point de vue scientifique, ça oblige à repenser un peu comment on a trouvé la solution, à être très sûr de son raisonnement et à pouvoir après l'expliquer avec le bon niveau de détail et le bon côté percutant pour faire passer son message. Mais c'est vrai que pendant nos études, on fait quand même relativement peu d'oraux. En tout cas, même au lycée ou avant le lycée, on fait quelques présentations, à la limite peut-être pour les cours de langue, mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas très, très axé sur, l'oral même en général, je dirais. Bon, même s'il y a le grand oral qui a été rajouté, mais bon, c'est un oral, c'est pas énorme en fait. Alors qu'au final, on est souvent amené à faire pas mal de présentations ou ce genre de choses et en fait, le fait de pas en avoir fait, c'est que, bah, quand tu arrives, tu sais pas trop comment faire en fait. Parce que, tu as l'impression que c'est facile de faire une présentation, mais c'est pas du tout facile parce qu'en fait, si tu fais une présentation pas structurée, bah, personne n'y comprendra rien. En fait, il faut trouver la bonne structure. Après, tout ce qui est un peu trouver le bon ton, la bonne manière d'aborder les choses, d'arriver à que le public reste captivé, parce que c'est pas facile, parce qu'on peut vite s'endormir si la présentation fait 30 minutes. Je pense qu'il y a aussi une question, d'énergie. Moi, par exemple, s'il y a des gens qui parlent, on va dire sans dynamisme et sans énergie, j'ai beaucoup de mal à suivre parce que juste c'est trop lent. Alors peut-être que c'est personnel, je sais pas. Je dirais que non, en tout cas j'y suis aussi sensible, c'est vrai qu'il y a une notion de rythme, on a tous connu deux types de profs, le professeur qui est génial parce que son explication est enfin son cours est très bien fait, mais le prof est soporifique au possible, et donc en fait on n'arrive pas à suivre le cours, quand bien même il est très intéressant, mais au bout de 10 minutes c'est compliqué de continuer à suivre. Et cet autre prof qui lui voilà, est sympathique, mais juste arrive à animer un cours de manière à ce qu'on ait envie d'y retourner. Je pense qu'on a tous on a tous au moins un nom de professeur comme ça en tête, et c'est pour moi la première preuve que l'on peut voir que la communication, ça fait beaucoup. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut se prendre d'affection pour une matière juste parce qu'on a eu un prof qui était vraiment incroyable dedans. Et qu'est-ce qui fait qu'un prof est incroyable? De mon point de vue, il y a beaucoup sur la manière dont qu'il a d'amener qu'il ou qu'elle a d'amener un message. Ouais, oui, oui, la manière, dont on enseigne, enfin, dont les professeurs enseignent, je pense que ça joue beaucoup sur, nos aspirations parce qu'en fait, je pense qu'un prof, ça peut faire détester une matière ou adorer une matière en fonction de la manière. Mais souvent, j'ai remarqué que je sais plus si on en a déjà parlé dans un podcast, c'est possible sur, avec un professeur de maths, c'est que souvent, les professeurs qui sont le plus passionnés par ce qu'ils font, je trouve qu'ils arrivent le plus à faire passer un message et aussi, je dirais, souvent, c'est peut-être un peu bizarre, mais les meilleurs profs que j'ai eus, c'était aussi ceux qui étaient le plus capables de se remettre en question et c'était eux qui demandaient le plus de feedback à leurs élèves. Alors qu'en fait, c'était déjà genre les meilleurs profs de mon point de vue et c'était eux qui demandaient les meilleurs cours que j'ai eus. C'était les profs qui demandaient le plus de feedback. Mais je pense que justement, le fait qu'ils demandent ce retour des élèves, en fait, justement, ça les faisait progresser. Alors qu'il y avait des profs, ils demandaient pas de feedback alors que en vrai, on aurait eu des choses à dire pour qu'ils puissent s'améliorer. En fait, c'était pas casser pour casser, mais c'était juste que je pense qu'on aurait pu leur amener un feedback qui aurait pu être, intéressant. Mais c'est vrai que si tu le demandes pas, j'ai rarement fait, un feedback, à un prof, alors que ça aurait pu être utile, pour faire un feedback. Personne, Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez peu et assez tard en général. On a eu l'occasion d'en faire quelques-uns en école, où quand même une majorité des professeurs demandaient au moins un retour sur à la fois sur la manière dont ils ont présenté le cours et le contenu du cours aussi. Et avant ça, on a peu d'occasions d'aller faire un retour à un professeur, alors que je pense pour la plupart, le retour serait bien, au moins bien reçu. Après, est-ce qu'il serait pris en compte? C'est très dépendant du professeur, de la personne en face.
Mais ça vaut au moins le coup d'essayer en y allant très gentiment, en expliquant vraiment ce qui va pas. Mais je dirais même faire un retour positif. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais en gros, souvent on pense pas forcément à faire des retours positifs aux gens. Et il y a une personne qui avait assisté à un cours qu'elle a trouvé incroyable. Elle a fait un retour à la personne en lui disant en vrai, ce cours il était incroyable. Et en vrai, je pense que c'est bien de faire des retours à la fois quand il y a des choses négatives, mais aussi quand il y a des choses positives. Parce que en vrai, la personne, elle s'est investie pour faire un bon cours et qu'on lui dise que c'est bien, bah, ça lui donne déjà envie de continuer. Elle se dit au moins que bah, globalement, peut-être que son cours il est bien, peut-être qu'elle a pas trop de trucs à changer. Et en vrai, dans les 2 cas, un retour, ça peut être intéressant. Mais en effet, moi, avant l'étude supérieure, je l'ai rarement fait. Je sais que pour mon master, il y avait un conseil, en gros, ils nous demandaient notre avis et on pouvait le donner, mais honnêtement, il y a peu de gens, en fait, qui donnent leur avis sur, les choses, alors qu'en fait, ils auraient des choses à dire, mais juste des fois, tu oses pas trop parce que c'est tes profs, donc tu dis: «Ah, quand même, faire un retour, c'est pas toujours facile». Je suis d'accord, c'est quelque chose que j'ai vu arriver, enfin, j'ai commencé à voir arriver en entreprise et qui se pratique, je pense, de plus en plus. En tout cas, dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, c'est quelque chose qui était très présent, le fait d'aller rechercher et proposer des feedbacks, donc des retours aux différents collègues, aux différentes personnes, et qui effectivement est vraiment super utile pour identifier à la fois les points sur lesquels on est vraiment bon, et les points, du coup, de manière un peu plus objective, parce que ça va être confirmé par une, deux, trois autres personnes, et aussi les points améliorés. Ça permet ne serait-ce que de les identifier si on les a pas identifiés, ou au moins de savoir que voilà, sur tel point, je sais que je peux m'améliorer, donc autant essayer de s'améliorer, voire redemander de l'aide à ces personnes en question. Mais voilà, et puis je pense qu'il faut pas hésiter à le dire en entreprise. En tout cas, moi, ce que j'ai appris, que faut pas hésiter à le dire quand ça va pas. Ça peut être un peu difficile, c'est vrai, de, de dire que ça va pas. Après, bon, il y a une manière de le faire. Il faut quand même être, on va dire, constructif. Ça veut dire, en fait, il faut dire que ça va pas pour pouvoir trouver des solutions. Moi, j'appelle ça. En gros, je me souviens à un moment de mon stage, vraiment, c'est pas que c'était terrible, mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Et le problème, c'est que ces choses qui n'allaient pas, je savais que ça allait m'empêcher d'avancer. D'un côté, tu peux pas faire l'autruche et te dire: «Non, tout va bien». Il y a un moment où faut en parler. Donc du coup, j'en ai parlé et en fait, justement, ça nous a permis de trouver des solutions parce que du coup, des 2 côtés, tu as un feedback et en fait, déjà, ça te permet d'avancer toi, ça le permet d'avancer eux. En fait, ça fait avancer tout le monde de donner du feedback et c'est hyper utile. Après, on s'est dit: «OK, il y a ça qui va pas, il y a des choses qui vont, bien sûr, et il y a ça qui va pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on fait pour résoudre le problème?» Mais du coup, ça permet de résoudre le problème et au final, on a trouvé une solution au problème. On a réussi à recentrer ce qu'on voulait recentrer et au final, on va dire, ça bénéficie à tout le monde d'être, je dirais, honnête et de dire quand ça va pas, de dire quand ça va. Au final, ça fait avancer tout le monde et c'est rare que les gens le prennent très mal. Après, peut-être si c'est des gens très, très, très susceptibles. C'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. Le tout, c'est, voilà, comme tu disais, de l'amener de manière assez constructive et d'être ouvert aux différentes propositions, aux différentes solutions qui peuvent arriver. Idéalement, d'ailleurs, arriver avec des solutions en tête. C'est beaucoup plus simple d'arriver et de dire ce point-là va bien, ce point-là va moins bien. Pour le résoudre, je peux vous proposer cette solution ou cette solution. Et en général, présenter les choses de cette manière, ça permet vraiment de résoudre les problèmes parce que les personnes en face et toutes les personnes concernées ont au moins des pistes un peu de réflexion pour gérer les problèmes. Et donc, ça s'applique avec un cours un prof, où ça peut se passer un peu moins bien, en entreprise, dans votre vie de tous les jours aussi. Après, je pars du principe que quand t'as pas beaucoup d'expérience, soit comme moi c'était le cas, forcément tu vas faire des erreurs. Moi, quand je regarde mon stage, 6 mois après, avec tout ce que j'ai appris, je me dis: «Il y a des trucs, je referais pas pareil, quoi». Vraiment, il y a plein de choses que je changerais. Oui, mais c'est aussi bien de l'avoir fait sur un stage où c'était le moment d'apprendre que de le faire dans 3 à 4 ans, au moment où, bah là, voilà, c'est sur un poste sérieux et c'est dommage. C'est pas critique, mais c'est dommage. Donc autant le faire pendant un stage et se dire, ah voilà, ça pendant le stage, je l'aurais pas fait comme ça quand même. Ouais, après c'est sûr que de toute façon, je pars du principe que de toute façon tout le monde fait des erreurs. Donc en fait personne n'est parfait, donc en vrai c'est pas grave de se tromper. Pour moi le plus important c'est, même on va dire que si tu échoues, enfin un peu sur tout ce qui est échec, mais en gros si tu échoues, c'est pas forcément dramatique. Le plus important c'est, en gros qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux? Et il y avait des gens qui disaient, j'aime bien cette citation, c'était:
peu importe ce qui t'arrive, l'important, c'est comment, tu réagis face à cette situation. Parce qu'en fait, la situation, en fait, tu peux rien y faire. Elle dépend pas de toi. Donc de toute façon, tu peux pas la changer. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais, en fait. C'est vrai. Et ça, c'est le fait de toujours, idéalement, de ne jamais retomber 2 fois sur la même erreur. C'est au moins d'y avoir appris quelque chose. Ça veut pas dire que dans une situation similaire, on va pas refaire une erreur, mais au moins d'avoir un peu progressé. J'ai une citation comme ça aussi, alors, je suis pas sûr de la citer exactement, mais c'est: «Il y a que les fous qui, retentent exactement le même, exactement qui refont exactement les mêmes causes et qui s'étonnent de tomber aux mêmes conséquences». Et qu'au fond, voilà, c'est s'il y a eu une suite de cause à effet qui arrive à une conséquence qui est un peu négative, il faut corriger quelque chose. Peut-être qu'on retombera dans du négatif, mais au moins on ne tombera pas au même endroit. En fait, ça m'était inspiré un peu de aussi, bon, on va parler ici, mais petit conseil lecture, il y a un très bon livre qui s'appelle, Mindset, en fait, qui est traduit aussi en français. C'est sur, les états d'esprit et il y a des gens, en fait, qui j'en avais entendu parler et apparemment il était vraiment très bien et je l'ai lu, qui est presque fini et en effet, ce livre, il est très bien parce qu'en fait, il va catégoriser, 2 états d'esprit. Bon, ce podcast, il divague beaucoup trop des mathématiques, mais c'est pas grave, petit cours psychologie. Du coup, il y a 2 états d'esprit, selon l'autrice. L'état d'esprit fixe et l'état d'esprit, de développement. En gros, quand tu as un état d'esprit fixe, c'est que tu penses qu'il y a beaucoup de choses qui vont être innées, que tu peux pas changer, qu'en gros, tu es intelligent ou pas intelligent. On va dire, pour donner un exemple, l'état d'esprit du développement, c'est plutôt, tu penses qu'en gros, beaucoup de choses peuvent s'apprendre, en gros, que tu peux évoluer, que tu as la faculté toi-même à te changer. Et bon, le livre, il est quand même assez long, il y a quand même 400 pages, dessus et elle cite beaucoup d'exemples, on va dire soit de sportifs, soit, sur, plein de sujets différents. Elle va et je trouve cette notion assez intéressante parce que, en tout cas, moi, ce livre, j'ai beaucoup aimé le livre et il a un peu changé mon état d'esprit sur certaines choses. Mais en gros, tu te rends compte, en gros, c'était aussi bah, ça pourrait être ça pourrait être lié plus aux mathématiques, mais c'est en gros, quand tu as un état d'esprit fixe, tu as peur de t'attaquer à des problèmes, difficiles, on va dire. Parce qu'en fait, si tu le réussis pas, ce sera une sorte de preuve, que soit tu es pas intelligent, soit tu es pas assez bon. Et pour les gens avec l'état d'esprit de développement, un problème difficile, ils vont le voir plus comme, un Un challenge. challenge pour plus tard. Enfin, il faut s'améliorer et trouver d'autres pistes de développement avant de revenir sur quelque chose qui était plus compliqué. Ah, c'est intéressant. En tout cas, c'est un bon livre à lire, en tout cas. Moi, je trouve qu'en vrai, il est intéressant et ouais, je dois dire qu'après l'avoir lu, tu changes un peu ton état d'esprit. En tout cas, moi, il m'a permis de changer mon état d'esprit sur certaines choses. En gros, des fois, il vaut mieux reconnaître que tu sais pas plutôt que de faire croire que tu sais, parce qu'en fait, de toute façon, tu n'avanceras pas si tu crois savoir. Donc je me dis des fois, il vaut mieux j'ai déjà été voir un prof en lui disant que je n'avais absolument rien compris à son cours. Bon, c'est un peu douloureux sur le coup, mais je me suis dit: «En vrai, tant que tu n'assumeras pas que tu n'as rien compris, tu continueras à ne rien comprendre». En fait, je me disais, enfin, de toute façon, foutu pour foutu, assume que tu as rien compris, dis-lui que tu as rien compris et que tu as des questions et en plus, bon, du coup, il nous a aidés à comprendre, mais je lui ai dit: «Franchement, enfin, je sais plus comment j'ai dit, j'ai pas dit je sais pas si j'ai dit, «Franchement, je comprenais pas l'intérêt, enfin, je comprends pas ce qu'on fait, enfin, je comprends rien à peu près» et en fait, du coup, ça m'a aidé à comprendre, mais si j'avais pas été le voir en lui disant, «J'y comprends rien», bah, j'aurais jamais compris un traître mot de ce cours. Ouais, là-dessus, je suis assez d'accord, hein. Il faut pas hésiter à aller demander. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout au lycée, où je partais du principe qu'il y aura bien quelqu'un. Si je ne sais pas, il y a au moins quelqu'un d'autre qui va pas savoir et qui va poser la question, ce qui arrivait de temps en temps, pas tout le temps. Et c'est après coup, j'ai réalisé que oui, poser des questions, en fait, c'est vraiment super important, ne serait-ce que enfin, c'est nécessaire pour progresser. Il y a pas photo, c'est une obligation. Et en général, ça peut apporter encore plus. C'est notamment en école où j'allais poser des questions à la fin du cours quand j'avais pas compris quelque chose, et ça pouvait arriver sur 15 minutes d'explication sur quelque chose en plus. Donc ça permet vraiment de progresser. Pour moi, c'est la première chose, la remise en question, pour apprendre plus et pour aussi apprendre sur soi. On peut pas se changer si on se remet pas en question à un moment. C'est ça et en vrai, je suis d'accord, sur poser des questions parce que moi aussi, je pense que quasi toute ma scolarité, j'ai pas trop osé, poser des questions et je me suis rendu compte de l'importance, on va dire un peu plus tard.
plutôt vers la fin de mes études justement. Je me suis rendu compte qu'en vrai, poser des questions, en fait, c'est juste qu'aussi après c'est une question un peu de mentalité. C'est vrai qu'en France, ça peut être un peu mal vu, de poser des questions et ce que j'ai vu, mais en vrai, je trouve qu'il y a un intérêt à poser des questions. Déjà, les gens, ils le prennent rarement mal que tu leur poses des questions, souvent ils sont plutôt contents et en fait, ça te permet, de lever tes interrogations. En fait, si tu avais pas posé ces questions, bah, tu aurais sûrement pas compris les choses et c'est vrai que maintenant j'ai tendance à poser beaucoup plus de questions. Bon, des fois, ça peut un peu traumatiser certaines personnes parce que j'ai vraiment beaucoup de questions. Mais c'est rarement j'ai rarement dit que c'était horrible mes questions, mais c'est juste que des fois poser des questions, même poser des questions, on va dire, pas sensibles, mais c'est sûr qu'il y a des questions plus faciles à poser que d'autres, hein, je vais être honnête, il y a des questions, elles sont plus délicates à poser que d'autres, mais des questions, elles sont importantes à poser aussi et hem et en vrai, je trouve que ça t'apporte beaucoup et c'est vrai que se poser des questions à soi-même, c'est déjà un bon début. Je sais plus, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que parce que je sais plus, je disais que j'en avais marre de me poser des questions, tout le temps, parce que des fois, c'est fatigant de se poser des questions tout le temps. Elle m'avait répondu, «Tu te rendras compte que», en fait, j'avais dit: «Je voudrais être comme ces gens qui se posent moins de questions». Elle m'avait dit: «Tu te rendras compte que, en gros, c'est une richesse de te poser, toutes ces questions et que seuls les gens qui se posent, ces questions, participeront à la création du monde de demain». Rien de moins que ça. Non, ça part d'un fond de vrai. C'est vraiment important de. Ce que je disais, se remettre en question, c'est vraiment l'étape numéro un pour après pouvoir progresser, évoluer. C'est être capable de se situer, ce qui n'est pas évident, et du coup de se situer par rapport à ses forces. C'est une chose, mais de ses faiblesses aussi. Et du coup, ne plus les voir comme des faiblesses, mais des pistes d'amélioration. Mais oui, mais même un chercheur m'avait dit qu'en gros, il m'avait dit: «Il faut être capable de se poser des questions et les bonnes questions, en fait, si tu es ingénieur» et en vrai, c'est vrai. Si tu es pas capable de te poser des déjà, te poser une question, c'est un 1er point parce que tu arrives à mettre le mot sur ce qui va pas, ce que tu arrives pas à comprendre. Déjà, formuler une question, c'est un bon point de départ, même si tu as pas la réponse. Ça, oui, ça c'est ce qu'on nous avait appris en. Est-ce que c'était en prépa ou en école? Bonne question. Sur le métier d'ingénieur, qu'un ingénieur, c'est avant tout quelqu'un qui pose. C'est quelqu'un qui sait poser la bonne question et éventuellement ensuite qui est capable d'y trouver une réponse. Ou de trouver des personnes capables d'y répondre. Mais le but premier dans le métier d'ingénieur, c'est d'être capable de formuler des problèmes. De les formuler d'une manière qui soit rigoureuse, efficace et qui permette après de les résoudre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve des ingés à beaucoup d'endroits, parce qu'il y a des problèmes à beaucoup d'endroits et qu'il faut quelqu'un capable de les formuler de manière efficace et pas d'arriver avec ça ne marche pas. Souvent la question, la première question d'un ingé, ça va être pourquoi. Et donc ça passe par démonter un moteur, lire plein de documents, plein de papiers scientifiques sur un domaine, pour être capable après de dire voilà, le problème c'est exactement ceci, et on peut éventuellement le résoudre avec ça. Mais c'est ça, en te posant des questions, tu peux même trouver les failles de ce que tu as fait, en fait. Tu te poses la question: «Est-ce que c'est mieux comme ci et comme ça?» et du coup, tu trouves peut-être une solution aussi plus optimale. Mais en vrai, se poser des questions, je trouve que c'est vraiment, que ce soit se poser des questions ou poser des questions aux autres, déjà, c'est très enrichissant et c'est un truc qu'on apprend pas assez, qu'on sous-estime un peu, mais ça te permet vraiment déjà d'apprendre, de t'améliorer. Pour moi, c'est vraiment, C'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez. Je voudrais juste nuancer un petit peu. J'ai connu très peu de profs qui n'incitaient pas à poser des questions. Pour pas dire plutôt l'inverse, que quasi tous les profs que j'ai rencontrés du collège jusqu'en école incitaient à poser des questions. Voire certains, je m'en souviens au lycée, qui imposaient de poser des questions, et ça je n'aimais pas du tout. Et avec le recul, c'était quand même quelque chose qui aurait dû être que j'aurais pu nettement plus exploiter pour en apprendre sur ces domaines-là. Et c'était une chance que ces profs-là nous laissaient, qu'il faut savoir saisir. oui, c'est vrai, mais je disais plus qu'on apprenait pas trop, même, qu'on est peut-être plus jeune. Surtout en France, c'est peut-être un peu mal vu parce qu'en fait, on le voit un peu comme la personne qui pose des questions. En gros, c'est tu sais pas ou il y a des questions bêtes à pas poser alors que du coup, c'est pour ça, ça donne aux enfants un feedback négatif sur le fait de poser des questions et à force, ils l'intègrent. Du coup, je pense qu'ils osent un peu moins poser des questions aussi. Alors que combien de profs nous le disent, et je pense qu'ils n'arrêteront jamais de le dire, si vous avez une question, c'est qu'il y a forcément au moins une autre personne dans cette salle qui se pose la même. Si c'est pas clair pour quelqu'un, c'est pas clair pour beaucoup de personnes. Et on a eu droit en prépa à cet exercice où
quelqu'un avait posé la question mais osait pas trop. Le prof, du coup, a demandé à l'assemblée qui avait la réponse. Et bon, on était deux sur une trentaine. Enfin, bon, moi, je l'avais pas non plus, dans mon souvenir. Ouais, mais je trouve que ça dédramatise bien la chose, en fait. C'est que tu te rends compte que bon. En fait, personne n'avait forcément cette solution. Et du coup, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'on était plus d'une vingtaine à ne pas comprendre et à ne pas se manifester. Et c'est peut-être là le vrai problème. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est. Après, c'est peut-être mon avis, mais c'est de ce que je comprends, c'est beaucoup plus le cas en France de ce qu'on m'a dit par rapport à l'étranger. L'étranger, c'est un peu moins le cas. Tout ce qui était. Après, surtout Amérique du Nord, États-Unis, eux, ils ont beaucoup moins peur de poser des questions qu'en France, globalement. Moi, c'était ce qu'on était ressorti. Je serais assez d'accord avec ça, en tout cas. Bon, après, j'y étais en études supérieures, mais il est vrai que dans tous les cours, il y avait énormément de questions posées à tout moment, et après, à la fin du cours, les profs avaient forcément au moins 15 minutes de battement entre deux cours pour leur laisser le temps de répondre aux questions des étudiants qui resteraient. Donc c'est vraiment inclus dans l'institution. Les étudiants vont poser des questions à tout moment du cours, à la fin du cours, après le cours. Et quelque chose qui se passe de plus en plus en France au fur et à mesure des études supérieures, mais qui effectivement m'avait l'air moins présent. En tout cas, dans les universités dans lesquelles je suis passé. Moi, c'était un prof qui m'avait dit ça, qui avait enseigné à l'étranger et en France, et il disait que ce qui l'avait un peu choqué, c'était qu'à quel point à l'étranger les questions fusaient, alors qu'en France, c'était pas le cas. Limite, c'était dur pour lui d'avoir quelques questions en fait auxquelles répondre, quoi. Ça ne m'étonne pas. C'est dommage, mais ça ne m'étonne pas du tout. Bon, pour en revenir un petit peu plus au sujet, on est parti un peu psychologie, mais bon, en soi, ça peut être. On dérive. On dérive, mais ça arrive souvent, des fois ça dérive. En fait, je voulais parler d'un sujet. Bon, en vrai, c'est peut-être un peu, c'est lié à ma propre expérience, mais je trouve que c'est un sujet intéressant qui pourra intéresser en tout cas certaines personnes. Je voulais un peu parler de, justement de la période, on va dire, post-diplôme. Parce que c'est la période à laquelle j'ai été confrontée. Enfin, je viens d'être confrontée. Et je trouve que peu de gens en parlent, mais je trouve que c'est une période pas facile justement à gérer. Parce que c'est vrai que, bon, pas dire qu'on attend toute une vie d'être diplômé, mais un peu. On se dit toujours quand je serai diplômée, mais au final, au moment où tu es diplômé, bah, c'est pas facile parce qu'en fait, c'est un peu qu'est-ce que je fais maintenant? Même si tu as une idée de ce que tu veux faire, c'est pas facile de savoir vraiment. C'est un peu, tu arrives comme ça et tu te dis, enfin, qu'est-ce que je fais maintenant? Et même si tu as une idée, ouais, c'est pas facile. Je trouve que c'est une période pas facile à gérer parce que bah, tu te poses plein de questions, genre sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Et moi-même, je pensais savoir ce que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas qu'il y avait des zones qui étaient pas si claires que ça. C'était pas mal tiré en plusieurs trucs, c'était ouais, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Genre toi, comment, on va dire, tu l'as vécu, peut-être que tu l'as bien vécu, mais quand tu as été diplômée, comment ça s'est passé? Comment, tu as réussi à construire ton chemin? C'est une très belle question. Donc, pour résumer, je vais d'abord parler de mon expérience personnelle où ça s'est plutôt bien passé grâce à... En fait, quand j'avais cherché mon alternance, j'avais du coup cherché plusieurs entreprises. Et parmi elles, l'entreprise dans laquelle je suis actuellement à Lyon, qui m'avait beaucoup plu, qui ne prenait pas d'alternants. J'avais gardé contact avec eux et j'ai repassé le processus de recrutement alors que j'étais encore en alternance. Et j'ai eu une réponse positive, c'est-à-dire que je savais déjà que j'allais être embauché après mon alternance, alors que je l'avais pas fini. Donc, sur le papier, tout s'est très bien déroulé, il n'y a pas eu de période de battement entre les deux non voulue. Pour autant, ça a été de loin la période la plus stressante que j'ai eue sur toutes mes années d'études, bac inclus, concours des grandes écoles inclus. C'était de très très loin la période la plus stressante, alors que tout s'est bien passé. Parce que c'est à la fois la fin du monde des études, la découverte du monde professionnel. En général, enfin pour moi, il y a eu un changement de ville aussi. Et surtout, c'est l'éternelle question, est-ce que ce premier job va être quelque chose qui me plaît? Et bon, pour vous donner la réponse tout de suite, vous n'en saurez jamais rien avant de l'avoir essayé. Il n'y a pas de secret. Il y a des petits indices quand même. On peut réussir, rien que pendant les entretiens, à voir si finalement une entreprise va aller, ne va pas aller. Mais
je dirais 90% de l'affinité entre une personne et une entreprise, ça se décide au moment où on rentre dans le monde du travail et on découvre comment ça fonctionne. Donc, c'est une période qui est extrêmement stressante et j'ai presque envie de dire c'est normal. Pour autant, ça finit toujours par bien se passer. J'ai eu, pour avoir un peu d'autres expériences, plusieurs amis qui, eux, n'ont pas eu cette chance d'avoir une offre d'emploi juste après leur stage de fin d'études et qui donc sont éventuellement sont restés pendant plusieurs semaines, mois en recherche d'emploi. Encore une fois, c'est une période qui est stressante parce qu'il y a voilà cette notion est-ce que vais trouver quelque chose qui me plaît, qui peut même dériver sur est-ce que je vais trouver quelque chose, et au fond ça finit toujours par bien se passer. Un point sur lequel je voudrais revenir, qui peut faire peur, on se dit souvent en tout cas dans les études supérieures, il faut que mon stage de fin d'études soit bien choisi parce que ça va être mon premier job. C'est pas tout le temps le cas. Et ça n'a pas. C'est important de bien choisir ses stages. Attention, c'est vraiment la clé. Mais il ne faut pas non plus se mettre trop de pression parce qu'après on pourra quand même retrouver un premier emploi après. Et ça vaut aussi pour le premier emploi. J'ai croisé beaucoup d'amis qui m'ont dit il faut vraiment que mon premier emploi, il faut à tout prix que ça se passe bien. Ça me stresse vraiment beaucoup. Et pour autant, quand vous regardez un petit peu les CV de différentes de personnes qui sont encore assez jeunes, vous verrez qu'il y en a un certain nombre qui ont fait 6 mois, 1 an dans une entreprise, qui ont rechangé après, qui ont rechangé après. Et au tout début de la vie active, c'est normal de se chercher encore un petit peu et du coup de continuer d'aller un peu explorer les entreprises jusqu'à trouver celle dans laquelle vous allez bien vous sentir. Donc pour résumer, je dirais une période très stressante, oui, et qui avec le recul n'avait pas besoin d'être aussi stressante. Moi, j'aurais peut-être pas dit stressante, mais plutôt difficile à vivre. En tout cas, pour moi. Après, bon, moi, comme j'ai dit, sport testing, je savais que c'était fini. Et on va dire, en septembre, j'étais diplômée. J'avais pas commencé à chercher avant. Parce que déjà, je pense que, pas faut faire le deuil de ce qui est fini, mais bon. En fait, je voulais valider mon diplôme, être sûre d'avoir validé mon diplôme avant de me lancer dans quelque chose, juste pour avoir l'esprit libre. Peut-être que j'aurais pu commencer plus tôt, c'est vrai, mais bon, après, en juillet, août, je me suis dit que c'était peut-être pas la période la plus propice non plus. Et même si peut-être ça se tente. Mais en fait, ce qui a été dur, c'était, hem, j'avais une idée de ce que j'aimais. En fait, j'avais quand même une idée de ce que je voulais, j'avais quand même quelques convictions. Donc là-dessus, ça allait, mais j'étais un peu torturée. En fait, c'est plus que, moi, c'était plus en fait, j'aime bien suivre mes passions, on va dire. Et c'est vrai que quand tu cherches un premier emploi, tu as pas forcément, on va dire, toutes les portes ne sont pas ouvertes et tu sais que tu vas devoir faire des concessions. Mais quelles concessions es-tu prête à faire et lesquelles n'es-tu pas prête à faire? C'est ça qui est pas facile. C'est effectivement difficile et encore une fois, c'est quelque chose sur lequel la réponse n'est loin d'être toute trouvée, parce que déjà ça dépend de chacun. Et on a discuté, ça dépend aussi de, ne serait-ce que on peut presque dire de la journée. C'est-à-dire qu'il y a un certain jour, vous allez partir du principe que voilà, telle entreprise, parce que il y a cette ville qui me plaît, parce que c'est le domaine qui me plaît, c'est vraiment trop bien, je fonce. Et le lendemain, parce que votre état d'esprit a un petit peu changé, hop, ça va être une autre option qui va être la meilleure. Ou parfois, finalement, bah, les deux options me plaisent pas, finalement, je vais encore attendre un petit peu. Pour ça que je suis d'accord, difficile. Moi, j'appellerais ça stressant parce qu'il y a beaucoup de choix à faire qui, a priori, ont beaucoup d'impact après. La question, c'est est-ce que un de ces choix est un mauvais choix? Je pense qu'en général, non. C'est plutôt hésiter entre des choix qui sont positifs pour vous d'une certaine manière. Alors oui, la période sera complexe. Et encore, hein, faut voir, il y a quand même des personnes pour qui ça se passe bien. Et en fait, il y a beaucoup de gens, en vrai, qui ont un peu du mal après leurs études et qui osent pas forcément en parler, alors que c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, ça repose que sur toi-même. En fait, personne ne peut vraiment t'aider. En gros, il y a des gens, ils peuvent te mettre un peu sur la voie ou t'aider ou te donner des conseils, mais au final, il y a que toi qui peux prendre la décision. Moi, ce qui était difficile, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup de sollicitations et en fait, il y a plein de gens, ils pourraient me dire: «Ouais, c'est super Lorraine, tu as eu plein de sollicitations, c'est trop bon signe», mais pour certaines personnes, en fait, il y a des gens qui le percevaient un peu en fait, ça leur mettait la pression du fait que j'ai beaucoup de sollicitations et pas eux et en fait,
moi je suis d'accord, OK, pour plein de gens, ils vont se dire: «C'est super cool d'avoir plein de sollicitations», mais c'est pas facile. Parce qu'en fait, quand tu as trop de sollicitations, je sais pas, mais ça met un peu du bruit dans ta tête et des fois, tu arrives plus trop à savoir ce que tu veux parce qu'en fait, tout le monde essaie de te vendre son truc et c'est dur d'arriver à démêler de toi ce que tu veux vraiment. Et moi, vraiment, la semaine où je devais donner une réponse et que tu as plusieurs choix et que tu sais pas lequel faire, vraiment, et ben, on peut se le dire, c'est vraiment de la torture mentale. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, après coup, à quel point c'était, on va dire, tu as vraiment une charge mentale, en fait, à choisir et le moment où j'ai choisi, où j'ai fait mon choix, bah, en vrai, pendant 2 jours après, je me suis sentie épuisée, quoi. Genre, juste, tu peux plus choisir. Tu as mis tellement d'énergie, tu peux plus rien choisir. Même les trucs les plus simples du monde, tu peux plus, tu as vidé ton niveau d'énergie. En fait, pour moi, c'est une semaine terrible, en fait, parce que, déjà, je me posais plein de questions et en fait, c'est un jour, tu te dis: «Je vais choisir ça», l'autre, tu vas te dire: «Non, en fait, je vais refuser». En fait, tu arrives pas et les gens autour de toi, ils arrivent même pas à t'aider, en fait. Moi, c'était ça. Les gens autour de moi, ils arrivent même pas à m'aider. Mes parents, ce qu'ils me disaient, c'est qu'à la fin, c'est que, au début, ils m'avaient un peu, donné quelques pistes, mais ils me disaient, ma famille, ils me disaient: «Lorraine, on veut plus rien te dire parce qu'on sait plus quoi faire pour t'aider». En vrai, c'est un peu dur, parce que mais c'est d'un côté, ils pouvaient plus rien faire pour m'aider. Chaque jour, c'était il y avait des jours plus ou moins durs, il y avait des jours ça allait, je me disais: «J'ai choisi», il y a des jours, je me disais: «En fait, non, je suis en train de faire n'importe quoi, il y a rien qui va» et en vrai, c'était vraiment ça et en fait, j'ai contacté une personne qui avait, je pense, la même vision que moi, cette même vision passion et je me suis dit: «Je pense que c'est la personne qui a la vision qui se rapproche le plus de moi-même et je pense que c'est la personne qui peut le plus m'aider». Du coup, même si c'était pas quelqu'un, on va dire, c'était pas un proche, mais du coup, j'ai demandé à cette personne, qui avait, pour moi, traversé un peu les mêmes choses que moi. Je savais que c'était compliqué aussi à choisir. Je lui ai dit: «Comment tu as fait ton choix?» et elle m'a pas aidée. En fait, elle m'a pas aidée directement à choisir parce qu'elle m'a plus, aidée à me poser les bonnes questions, on va dire et genre, suite à ça, il faut voir que ça faisait une semaine que franchement, j'y pensais tout le temps, donc en vrai, c'était une semaine longue et après je me suis posé ces questions, genre juste j'ai pris les choses sous un autre angle et je me suis dit, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon choix, en fait. Juste en me posant les bonnes questions, en essayant de remettre les choses, je me suis dit: «En fait, c'est bon, j'ai pris ma décision». Mais en vrai, ça a été difficile. Vraiment, ça a été difficile, en vrai, avoir le choix, c'est pas toujours le mieux. C'est, on va dire, c'est pas aussi trivial que ça en a l'air. Je dirais que c'est quand même mieux d'avoir le choix le choix entre des choses qui plaisent que pas de choix du tout. Attention, faut nuancer parce que on peut avoir du choix, mais en fait, aucune des options n'est vraiment intéressante a priori. Avoir du choix entre plusieurs voies qui sont toutes vues comme des choses très bien, c'est effectivement pas trivial d'aller choisir quelle voie choisir. Euh, de mon expérience personnelle, je te recoupe sur, enfin, je m'y retrouve sur un point qui est aussi le fait que personne ne peut trop aider. C'est-à-dire que on va avoir surtout des points de vue, des opinions, des personnes venant de voilà de proches de la famille, des amis qui sont quand même très proches et donc qui potentiellement nous connaissent mieux que nous sur certains points, qui sont capables au moins d'aller déceler une option où j'avais dû avoir une offre, alors plus côté finance, donc pas du tout santé. Et au moment où mes parents avaient vu ça, ils m'avaient dit bah, ça te correspond quand même pas du tout. Mais voilà, ils attendaient que je leur présente ce que j'en pensais, et ensuite ils m'ont dit que voilà, ça permet de au moins valider un petit peu le fait de ne pas choisir une option ou de ne pas en choisir une autre. Pour ce qui est après du choix, c'est vrai que j'ai pas eu cet aspect de torture, plus, mais effectivement en se posant les bonnes questions et d'être capable petit à petit d'aller éliminer une, deux options en se disant quand même, peu importe ce que je choisis, ça sera mieux que ça. Donc cette offre, j'arrête de la considérer. Ou du moins, si je la considère juste pour ses points positifs, ce qui fait un peu un point de comparaison pour les autres. Mais je sais que je ne la prendrai pas. Et à la fin, effectivement, il peut y avoir l'hésitation entre deux, trois potentiellement offres. Et c'est le moment où on peut aussi se dire si vraiment toutes vont bien, autant en tenter celle qui nous porte le mieux. Alors bon, difficile à trouver laquelle ce sera. En se disant, si jamais ça se passe mal, si j'ai réussi à avoir une offre autre part, pourquoi je ne pourrais plus l'avoir? Pourquoi je n'aurais plus d'un coup plus les compétences, plus le profil qui conviendrait? Globalement, à moins que ça vous reveniez
5-10 ans après sur une offre en question, en 5-10 ans, on a le temps de changer. Vous n'allez pas avoir trop changé ni en termes de compétences, ni en termes de profil, ni en termes normalement de passion, à moins qu'il y ait eu un déclic. Et donc, si une expérience se passe mal, on l'a dit, c'est pas grave, on peut encore changer. Quand on sort des études, on est encore jeune et on a encore toute la latitude pour changer un peu sa voie. Mais c'est vrai que c'est des réflexions qui sont plus simples à faire maintenant, posées 1 an et demi après y être passé, que de faire cette réflexion alors qu'on a les offres qui arrivent, le diplôme qui est bientôt là, les derniers examens à finir, le stage à finir, et ça fait beaucoup de choses d'un coup. Donc c'est un moment qui est effectivement assez intense. C'est ça aussi qui le rend beau. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, on a l'impression que en fait, quand tu vas finir ton diplôme, tu vas chercher du travail et tout, bon, ça va être plus ou moins simple, mais tu penses pas à toutes les difficultés auxquelles tu vas être confronté. Et pour en avoir discuté avec différentes personnes qui étaient dans la même situation, en fait, quand tu te confrontes au truc, en fait, tu te dis: «En fait, c'est pas du tout facile». Enfin, pour beaucoup de gens, c'était pas du tout facile et je me suis rendu compte que même pour moi, c'était pas si simple que ça. En fait, c'est pas du tout aussi simple que ça, de savoir ce que tu veux vraiment faire et d'arriver à trancher. Mais je trouve qu'au final, on n'en parle pas beaucoup. On a l'impression que c'est un peu qu'après le diplôme, bon, bah, ça va aller, tu vas trouver un truc. Peut-être tu vas galérer plus ou moins à trouver du travail en fonction peut-être du domaine, parce que c'est vrai qu'il y a plus ou moins de demandes dans certains domaines, mais t'as un peu plus l'impression que ça va être dur de trouver un travail plutôt que tu vas te poser toutes ces questions, en fait, que la période va être plus difficile. Et je sais que pour d'autres personnes, ça a été difficile aussi, pas forcément pour les mêmes raisons que moi, mais en tout cas, ça a été difficile, sur plein de points de vue, en fait, parce que tu te retrouves un peu seul face à toi-même et faut un peu savoir ce que tu veux, quoi. Tu es un peu seul face à toi-même et il y a que toi qui peux choisir, quoi. Je suis d'accord, je pense qu'à part prévenir à l'avance, euh, et éventuellement donner quelques pistes, comme ce que fait ton podcast, c'est compliqué d'aller vraiment anticiper ce moment-là. Parce que c'est tellement dépendant de chaque personne. Je ne pense pas qu'il serait possible d'avoir par exemple un cours qui permette d'expliquer comment bien choisir, parce que c'est un choix important de vie, et il y en aura plein, des choix, enfin plein. Il y en aura quelques-uns, des choix importants dans la vie de chacun. Le choix à faire à la fin des études, c'en est un. Donc voilà, c'est pas toujours le meilleur des moments, mais avec le recul, ça reste quand même un très beau moment. Oui, voilà. En fait, c'est juste que je voulais en parler parce que je pense qu'il y a peut-être, des personnes qui sont dans la même situation, que moi ou enfin, moi, c'est bon, c'est fini maintenant, mais en soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens et qui peut-être se sentent un peu seuls, de se dire qu'en fait, il y a qu'eux qui sont dans cette situation, alors qu'en fait, non, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Il y avait des personnes qui m'avaient dit que oui, justement, en fait, que c'était pas si simple que ça et qu'en fait, ça faisait du bien de lire qu'il y avait d'autres gens qui aussi avaient du mal à suivre leur diplôme, en fait. Du coup, c'était plus, là, j'ai envie d'en parler parce que c'est vrai que c'est une situation qui me concerne et je trouve que c'est un sujet intéressant, peut-être qu'on n'aborde pas assez souvent, donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'aborder. Genre, qu'est-ce que tu fais après ton diplôme concrètement? C'est quand même une grande question, hein. C'est une question qui est très très vaste et qui mérite, oui, d'être adressée. Puis en général, c'est souvent l'occasion d'avoir des histoires un peu, des histoires à raconter, parce que ça se passe rarement comme on avait prévu en tout cas. On y revient encore une fois, c'est au moment du bac, on ne sait pas où on en sera 5-6 ans plus tard, et même pendant les études supérieures, on peut pas forcément très bien prédire exactement où on va finir à la fin. C'est ça qui fait que c'est inquiétant, et en même temps, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Si tout était écrit à l'avance, ce serait moins drôle. Après, même aujourd'hui, je suis pas sûre que tu puisses dire, enfin, en tout cas, même moi, où t'en seras dans 5 ans non plus. Non. Pas du tout savoir ce qui va se Non, mais c'est ça qui est intéressant. Aussi, ça laisse l'espoir, enfin, l'espace de rêver voilà. Et voilà, la fin de la première partie de ma conversation avec Théo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. À très vite sur Parcours Mathématiques.